Madame, monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des mardis de l'IH2EF. Nous sommes ici en direct du studio de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation pour vous proposer jusqu'à 18h, comme chaque mardi, un éclairage sur la place de l'activité physique dans le parcours scolaire. Le contexte de crise sanitaire a renforcé la nécessité de promouvoir l'activité physique de l'élève tout au long de son parcours. En prenant appui sur l'éducation physique et sportive, les cadres de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports doivent créer désormais les conditions d'une activité physique régulière, permettre à l'élève de s'en saisir afin de développer un niveau d'éducation favorisant un engagement durable dans la pratique physique. Définissons une première problématique peut-être pour ce nouvel épisode des mardis de l'IH2EF. Comment piloter les opportunités contextuelles aujourd'hui pour garantir l'activité physique tout au long de la vie? Comment favoriser le développement de différentes compétences permettant de laisser une trace pour la vie physique de l'individu en mobilisant les leviers d'un pilotage tout au long de la scolarité de l'enfant? Et pour débattre de notre sujet du jour, j'ai le plaisir d'accueillir en duplex Étienne Barraud, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en éducation physique et sportive, référent génération 2024 dans l'Académie de Paris. Luc Leblanc, inspecteur de l'éducation nationale dans la circonscription de Lamballe, coordonnateur académique éducation physique et sportive dans l'Académie de Rennes. Jérôme Ganard, chef d'établissement du collège Langevin-Vallon à Grenay, dans l'Académie de Lille. Cet établissement est situé en zone d'éducation prioritaire renforcée. Et enfin, François Potvin, maître de conférence à l'Université de Lille, membre du laboratoire UREPS. Messieurs, bonsoir. Merci de prendre part à cette édition des mardis de l'IH2EF. Et en fin d'émission, nous aurons le plaisir de retrouver Sylvaine Paul en duplex du second studio de l'IH2EF, qui vous présentera une nouvelle infographie sur le sujet du jour. Et je vous informe que vous pouvez, comme pour chaque mardi de l'IH2EF, poser vos questions à nos intervenants du jour en vous rendant sur la plateforme Mentimeter et en rentrant le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Vous pouvez également réagir sur Twitter tout au long de l'émission avec le hashtag direct IH2EF. Bien, ces formalités ayant été faites, je vous propose maintenant de passer dans le vif du sujet. Catalysé par la crise sanitaire, l'augmentation de la sédentarité des élèves et la baisse d'une motricité fondamentale de base sont reconnus unanimement. François Potvin, une première question peut-être. En quoi la promotion de l'activité physique permettra-t-elle le développement d'un certain niveau d'éducation ? Alors d'abord, quand on pose cette question, il faut qu'on soit bien au clair sur ce qu'on entend par l'activité physique. C'est-à-dire que derrière ce mot activité physique, on peut parfois mélanger certains concepts. Et donc, lorsqu'on parle d'activité physique, en réalité, on parle de toute dépense énergétique qui est produite par le mouvement. Et lorsqu'on parle d'activité physique, il y a des mots, on va dire, qui sont rattachés comme l'inactivité physique et comme la sédentarité. Et avant de répondre à votre question, moi, je vous propose d'être au clair sur cette question. Alors d'abord, qu'est-ce que l'activité physique? Je viens de le dire, c'est une dépense énergétique causée par le mouvement. Et qu'est-ce que l'inactivité physique? Eh bien, c'est une quantité d'activité physique qui ne dépasserait pas un certain seuil pour lequel eh bien, cette quantité deviendrait bénéfique pour la santé. J'y reviendrai après. Donc, lorsqu'on développe des programmes et des actions promotrices de santé dans un établissement scolaire, du primaire au secondaire, voire à l'université, bien évidemment, on vise d'abord une quantité d'activité physique pour faire dépasser ce seuil. Et puis, il y a aussi cette dimension de sédentarité, c'est-à-dire c'est le temps dans la journée éveillée que l'on passe assis ou allongé sans mouvement et sans dépense énergétique causée par le mouvement. Et parfois, on confond ces trois notions. Il faut bien avoir en tête que lorsqu'on veut promouvoir l'activité physique pour avoir des bénéfices sur la santé, eh bien, il faut non seulement augmenter cette quantité d'activité physique, et dans le même temps, il faut aussi diminuer cette sédentarité. Parce que activité physique et sédentarité sont deux choses différentes. Notamment dans l'école française. Nous avons beaucoup d'élèves très sédentaires parce que l'organisation scolaire fait qu'on passe beaucoup de temps assis, notamment dans le second degré. Et pour autant, en fin de journée, certains élèves pratiquent des activités physiques et sportives. Ils sont donc à la fois actifs et sédentaires. Bien entendu, le pire des cas sont les élèves qui sont et sédentaires et inactifs. Et là, il y a beaucoup de problèmes puisque, bien évidemment, on le sait aujourd'hui, l'inactivité et la sédentarité provoquent, on va dire, et augmentent les risques de problèmes de santé, alors que la quantité d'activité physique suffisante eh bien, permet même avec un faible taux de quantité d'activité physique, génère des bénéfices sur la santé extrêmement importants. On le sait, l'activité physique limite les risques de plus de 25 maladies chroniques,
permet d'améliorer le bien-être des élèves, permet d'améliorer certaines compétences psychosociales et permet aussi d'améliorer ce qu'on appelle la santé sociale et les relations sociales. Alors la question aujourd'hui, elle est encore plus saillante et significative parce qu'on vient de vivre une année très spéciale durant laquelle il y a eu une restriction de liberté, les gymnases étaient fermés, les piscines sont fermées, les parcs ont même été fermés à un moment. Et lorsqu'on regarde comment nos jeunes écoliers se sont comportés du point de vue de l'activité physique et qu'on regarde les résultats de l'enquête menée par l'ONAPS, l'Observatoire national de l'activité physique et des sports, donc là je me réfère à une étude sur le premier confinement qui concerne 6000 lycéens qui sont âgés entre 10 et 15 ans. On se rend compte d'abord d'un premier phénomène, c'est que pour plus de la moitié d'entre eux, la quantité d'activité physique elle a fortement chuté et donc les bénéfices qu'on aurait pu attendre d'elle, évidemment, ne sont pas là. Mais il y a tout de même un phénomène qui a étonné, on va dire, l'ensemble de la communauté scientifique, c'est que pour plus d'un tiers des enfants, l'activité physique, elle a augmenté. Donc rendez-vous compte. Alors qu'il y a des restrictions de liberté, il n'y a pas de déplacement pour aller à l'école, il n'y a plus de sport. Certains de nos adolescents y ont vu des opportunités de pratique physique qu'on ne leur offrait pas avant, avec cette fameuse heure d'activité physique par jour, cette promenade, etc. Et je pense que ce résultat, il est interprété de la façon suivante. Les opportunités de pratique physique que nous offrons à nos écoliers sont peut-être destinées uniquement à un type d'élèves, par de l'association sportive, par des pratiques sportives, et peut-être pas à tous les élèves. Et c'est peut-être l'occasion de repenser cela, parce que lorsqu'on regarde les bilans d'activité physique de nos jeunes Français par rapport au reste du monde, et là je me réfère à des études qui sont parues sur le Lancet, par exemple en 2019 par Guthold et collaborateurs, on se rend compte que 90% des filles adolescentes et 80% des garçons adolescents ne font pas cette fameuse heure d'activité physique par jour qui leur permet de dépasser le seuil et d'être considérés comme actifs. Donc je pense que cette question, elle est vraiment centrale actuellement et je suis ravi qu'elle soit posée ici aux membres du personnel de l'éducation nationale pour véritablement s'interroger sur les programmes et les actions à mettre en place pour promouvoir l'activité physique dans les établissements scolaires, chez les tout-petits, les petits et les adolescents. Très bien. Merci beaucoup François Potvin pour cette première contextualisation. On se rend bien compte forcément de la nécessité de promouvoir l'activité physique afin de développer un niveau d'éducation pour plus tard. On va discuter de cela dans quelques instants, parler également des bénéfices d'une augmentation de l'activité physique chez l'élève. Mais avant ça, je vous propose d'aller un peu plus loin dans la contextualisation en s'intéressant notamment aux politiques éducatives actuelles et avec une question en fond, comment l'institution se saisit des constats que vous venez de dresser. Je vous propose pour cela de découvrir une capsule vidéo d'André Canvel, qui ne peut pas être là malheureusement ce soir, mais qui était en duplex et qui a enregistré cette capsule. Il est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. On le découvre tout de suite en images. Bonjour. Alors que les propos de François Potvin ne manquent pas de nous alerter sur les effets délétères du confinement sur les organismes soumis à une augmentation très significative de la sédentarité pour une large part de la jeunesse, le législateur, par la voix de son Parlement, met une touche finale à une proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 19 mars 2021. C'est cette loi que nous allons étudier d'un peu plus près, si vous voulez bien. Même si tout n'est pas arrêté, j'attire votre attention sur son article 3 qui prévoit l'établissement de plans sportifs locaux. Je cite le texte. Afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques sportives sur leur territoire, le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles des acteurs de la vie sportive locale. Il entraîne à son tour une modification de l'article L552-2 du Code de l'éducation qui devrait avoir un réel impact sur ce qui nous occupe. Je parle d'une attention nouvelle portée au corps des enfants et des adolescents. Je cite toujours ce texte. Dans les établissements du premier degré, l'État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l'article L113.4 du Code du sport favorisent, dans le cadre d'une alliance éducative territoriale, l'organisation d'activités de nature à susciter l'engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. La dernière phrase que je vais vous lire est la plus importante. Ces activités peuvent donner lieu à la création d'associations dans chaque établissement du premier degré.
Alors, en permettant aux écoles de disposer de l'autorité morale pour héberger une association, le législateur nous apporte une solution juridique essentielle qui nous fournit un cadrage institutionnel et organisationnel aux coopérations nécessaires entre les différents acteurs en charge de concevoir, conduire, financer et encadrer l'activité physique aux différents temps de la vie de l'enfant et de l'adolescent. Conjointement, la création des DRAGES et des SDJS, dans la suite du rapprochement de nos deux ministères, jeunesse et sport et éducation nationale, vient renforcer les synergies des services déconcentrés de l'État, rejoignant ici l'idée d'un guichet unique, supposé simplifier et clarifier les rôles de chacun au service de la vie physique de l'enfant et de l'adolescent. Dans son avant-propos, en date du 11 mars 2021, la Commission des affaires culturelles et d'éducation de l'Assemblée nationale exprime toute sa détermination. Je la cite. « Si la politique est un sport de combat, le sport doit s'affranchir également des clivages que les luttes politiques dressent parfois sur son chemin. Le législateur souhaite contribuer à ce que ces passerelles et nouveaux réflexes soient adoptés par la société, en particulier dans les domaines de l'accompagnement médico-social, dans l'éducation à l'échelle du quotidien et tout au long de la vie. » Aujourd'hui, force est de constater que nous assistons à une recrudescence d'initiatives. Prévention des noyades, développement des sciences aquatiques est un objet de la vie quotidienne, activité physique quotidienne, génération 2024, évidemment l'éducation physique et sportive, le savoir rouler, le 2S2C, les vacances apprenantes. L'essentiel pour autant reste à venir afin de reconnaître, convaincre et ancrer dans le quotidien de l'enfant et de l'adolescent un temps conséquent et consistant dédié à l'exercice physique, compris alors non plus seulement comme une activité compensatoire, dilatoire ou récréative, mais bien comme une culture essentielle, la culture du corps. Je terminerai par citer Charles Hadji, qui en avril 2021 citait Emmanuel Kant, qui nous rappelle que cette certitude ne date pas d'hier, et je cite Hadji, « Kant est un farouche partisan d'une sérieuse éducation physique et sportive. Il prône en particulier l'apprentissage de la nage et la pratique de tout exercice permettant d'acquérir de la force, de l'habileté, de la vitesse et de la sûreté. Reste maintenant à joindre l'acte à la parole. » Merci de votre attention. Merci beaucoup André Canvel pour cette capsule enregistrée donc au préalable avant cette émission des mardis de l'IH2EF. Je remercie également François Potvin pour cette contextualisation qui est faite maintenant et qui va nous permettre de développer notre sujet du jour. On va d'abord s'intéresser donc aux bénéfices d'une augmentation de l'activité physique chez l'élève. Avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et poser vos questions à nos intervenants en vous rendant sur la plateforme Mentimeter. Le code s'affiche juste en bas de votre écran et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF comme pour chaque émission des mardis de l'IH2EF. Bien, je vous propose maintenant un rapide tour de table de nos intervenants avec cette question: que génère une augmentation de l'activité physique chez l'élève? Question très ouverte. Je vous propose de commencer avec Luc Leblanc pour nous parler du premier degré. Oui, bonjour. Alors, pour répondre à votre question, je peux m'appuyer sur une expérimentation menée actuellement dans une école du territoire de la circonscription, dans laquelle il s'agit de repenser collectivement l'activité physique afin d'en améliorer l'aspect quantitatif et notamment le respect du volume horaire dédié dans les programmes à l'éducation physique et sportive, et le volet qualitatif, notamment en portant notre attention sur les contenus proposés et les modalités de mise en œuvre de cette activité. On peut aujourd'hui, dès à présent, déjà dégager de cette réflexion et de son opérationnalisation, engager depuis septembre des éléments positifs par rapport à cette expérimentation. D'abord, d'un point de vue des aspects moteurs. Les aspects moteurs, on observe un gain fort qui peuvent être notamment mesurés à l'aide de tests, et François a évoqué tout à l'heure ces éléments-là. C'est facilement mesurable. Et donc, on voit tout de suite quel est le gain apporté par une augmentation du temps de pratique. Le deuxième point, c'est un point de vue des aspects transdisciplinaires. Les enseignants et les coordinatrices des dispositifs de cette école, des dispositifs particuliers Ulysse et EANA, notent des améliorations significatives dans le cadre de l'apprentissage du français notamment, dont les enseignements prennent ancrage sur les activités ou à partir des activités et des situations proposées régulièrement aux élèves. À titre d'exemple, on peut constater dans le cadre d'une répartition plus harmonieuse et régulière des activités physiques, de bien meilleures prestations à l'oral de la part des élèves de ces dispositifs notamment, mais aussi des autres élèves de toute l'école.
on constate aussi une plus grande disponibilité des élèves sur la chose scolaire, en fait, et un positionnement davantage dans leur métier d'élève qui semble être en amélioration conséquente. Alors, on observe donc sur le court terme et sur le long terme, in fine, sur l'ensemble de l'activité de l'élève, des améliorations que l'on constate aussi du point de vue des enseignants, enfin de la pratique enseignante, en fait, eux-mêmes. Un des éléments forts que l'on peut relever, c'est la confiance en soi que les élèves vont pouvoir acquérir après cette pratique régulière régulière et harmonieuse. Finalement, l'entrée par la pratique des activités physiques comme point de départ de la réflexion menée par l'école engage toute l'équipe enseignante et produit des effets visibles et impactant grandement le climat de l'école en général. Très bien, merci Luc Leblanc. Alors, on va continuer sur cette question, cette fois-ci en parlant du second degré. Pour cela, je vais m'adresser à Jérôme Ganard. Jérôme Ganard, vous êtes chef d'établissement du collège Langevin-Vallon à Grenay, dans l'académie de Lille, un établissement situé en zone d'éducation prioritaire renforcée. Je vous pose exactement la même question que Luc Leblanc. Que génère une augmentation de l'activité physique chez les élèves ? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre question. Alors, effectivement, avec les équipes d'éducation physique et sportive du collège, nous avons réfléchi à cette question-là à l'issue du premier confinement en printemps 2020 et lorsque nous avons formulé également notre demande pour être labellisé Génération 2024. Nous avons vu 3 grands bénéfices à la pratique de l'activité physique et sportive au sein du collège, que ce soit en EPS ou dans l'association sportive. La première, et Luc vient de l'indiquer, c'est tout ce qui tourne autour des bénéfices pour la santé en termes de confiance en soi, puisqu'on a constaté que les adolescents de notre établissement qui pratiquaient une activité sportive régulière eh bien, étaient davantage en confiance en soi, à la fois dans la classe, mais aussi dans leurs propres performances scolaires. Le deuxième élément qu'on a pu constater, c'est en termes de concentration. On a vu des élèves beaucoup plus concentrés à la fois dans leur pratique physique, mais également dans les pratiques des autres disciplines, par exemple en français, en mathématiques ou en histoire et géographie. Enfin, et c'est l'élément sur lequel je vais m'arrêter un peu plus longuement, on a vu dans les domaines des compétences psychosociales, eh bien, des élèves construire leurs compétences et monter en compétences là-dessus, autour notamment de 2 domaines. Le premier domaine, c'est sur la capacité à faire des choix. En effet, la manière dont est menée la pratique de l'éducation physique et sportive permet à l'élève eh bien, de faire des choix. Et cette compétence de choix, elle est réutilisée également en interdisciplinaire dans d'autres disciplines. Enfin, dernier élément, nous avons une section sport-études-football arbitrage dans laquelle la compétence de la responsabilité a également répondu à ce besoin-là, c'est-à-dire que les élèves avaient comme bénéfice en termes d'apprentissage davantage de responsabilisation et davantage de mise en œuvre dans le cadre de leur pratique quotidienne en termes de responsabilité. Confiance en soi, concentration, faire des choix, responsabilisation, voilà les 4 besoins, 4 bénéfices auxquels ont répondu l'activité physique et sportive. Merci Jérôme Ganard. Alors Étienne Barraud, je vais vous faire réagir tout de suite peut-être aux propos de messieurs Leblanc et Ganard. Étienne Barraud, donc vous êtes inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en éducation physique et sportive, référent Génération 2024 dans l'Académie de Paris. Peut-être une réaction, un complément d'information par rapport à ce que viennent de nous dire messieurs Leblanc et Ganard. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais m'inscrire dans la continuité de mes collègues qui ont déjà beaucoup dit de choses. En fait, finalement, l'activité physique contribue à être en meilleure santé globale. Et donc, j'en reviendrai à la définition de l'OMS, finalement, qui nous dit que être en bonne santé, c'est un état de bien-être physique, psychologique et social. Alors, ça va dans ce sens-là où, finalement, on va pouvoir
dans le cadre soit de l'éducation physique et sportive qui est obligatoire et qui s'adresse à tous les élèves de la maternelle jusqu'au lycée, développer des aptitudes physiques, et ça va aller plus loin dans le cadre d'une pratique volontaire, dans le cadre de l'association sportive ou du club sportif, et cet élément de développer ces aptitudes physiques, finalement, met en avant une protection. François l'a dit préalablement, on voit sur l'impact que peut avoir la Covid-19, le fait de pratiquer une activité physique de manière régulière permet finalement de se protéger en quelque sorte, et d'être un premier rempart pour pouvoir ne pas tomber malade de manière gravement. Donc, finalement, développer cette culture du corps qu'André Campbell a pu évoquer, c'est aussi finalement se donner des compétences pour pouvoir développer sa santé de tous les jours. Et puis, au-delà des aptitudes physiques, c'est aussi développer une motricité de base qui va permettre finalement de se sentir plus en sécurité, en faisant des choix, Jérôme Ganard vient de le dire, plus en sécurité pour pouvoir finalement opérer, faire les bons choix et ne pas se blesser. Donc on est aussi dans une acculturation, dans cette culture, dans cette connaissance de soi qui va permettre finalement d'être plus en confiance, c'est un mot qui est revenu régulièrement, et d'être dans un état de bien-être. Alors tout cela, finalement, cette confiance, cette bien-être, permet aussi, face aux autres, de nouer des relations. Et on parle en ce moment beaucoup d'engagement, de faire nation, etc., etc. Finalement, le fait d'avoir de meilleures relations avec les autres opère aussi pour se mieux vivre ensemble. Ce sont des thématiques qui sont très larges, très transversales, mais au final, on voit que le fait d'acculturer les élèves à une pratique physique régulière permet petit à petit, pièce par pièce, de tendre vers ce mieux vivre ensemble. Merci Étienne Barraud. Alors avant de passer à la question de la promotion de l'activité physique, François Poitvin, peut-être une question, votre vision d'universitaire peut-être sur cette question des bénéfices d'une augmentation de l'activité physique. Oui, merci. J'aimerais remercier les intervenants qui montrent que véritablement, il y a tout à y gagner à tenter de promouvoir l'activité physique. Alors, évidemment, il y a tout à y gagner parce que, comme le disait Étienne, il y a des mécanismes qui font que plus on fait d'activité physique, plus se déclenchent des adaptations cardio-respiratoires, vasculaires, mais aussi psychologiques qui font que, évidemment, on atteint un état de bien-être. Mais on peut constater que dans tout ce qui a été dit, il y a aussi l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que l'activité physique, c'est aussi l'occasion de faire vivre des expériences individuelles, des expériences collectives qui participent à l'éducation globale de l'enfant. Et donc, il ne faut pas croire que l'activité physique à elle seule génère tout ça. Il y a des équipes derrière, il y a des projets, et il y a aussi une finalité de cette activité physique. Je n'aimerais pas qu'on oublie que derrière, il y a des équipes pédagogiques qui mettent tout ça en œuvre, le côté quantitatif, mais aussi le côté qualitatif. Peut-être une remarque quand même supplémentaire sur le bénéfice. Toutes les études, maintenant depuis 30 ans, montrent bien que l'expérience d'activité physique, plutôt positive évidemment, vécue pendant l'enfance et l'adolescence, a des impacts extrêmement importants et extrêmement corrélés à l'activité physique durant l'âge adulte. Dit autrement, les bénéfices que l'on observe là, à l'instant T ou sur le moyen terme à l'échelle d'une année, en réalité, ces bénéfices durent beaucoup plus longtemps. Il y a une durabilité des bénéfices qu'on ne voit pas, qui est invisible, mais qu'il faut véritablement avoir en tête. Et évidemment, tous ceux qui mettent en place ces programmes doivent le savoir, c'est que les bénéfices que les élèves en tirent, en fait, durent beaucoup plus longtemps de ceux que l'on voit, en fait. Voilà, et ça, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup pour ces réponses, messieurs. On vient de s'intéresser donc aux bénéfices de l'activité physique chez l'élève. Je vous propose de passer à une nouvelle partie, une nouvelle question. Comment promouvoir l'activité physique auprès des élèves ? Avec cette question de fond, quels sont les leviers de pilotage que les cadres de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports peuvent mobiliser pour promouvoir l'activité physique et permettre aux élèves de se saisir de cette opportunité ? On va s'intéresser d'abord au premier degré, comme tout à l'heure avec Luc Leblanc. Luc Leblanc, vous avez la parole pour répondre à cette question. Merci de cette question et il est vrai qu'aujourd'hui la promotion de l'activité physique passe par la mise en œuvre de différents dispositifs promus par le ministère
et notamment André Canvel le rappelait tout à l'heure et Étienne le rappelait aussi, le savoir rouler à vélo, le savoir nager, l'aisance aquatique pour les maternelles, les 30 minutes d'activité physique quotidienne. On peut parler aussi d'autres dispositifs tels cours le matin, EPS l'après-midi. Ce qui veut dire qu'en tant que partie prenante de corps d'inspection, puisque je suis inspecteur, je me dois d'accompagner ces dispositifs au plus près des acteurs de terrain. Dans le premier degré, des acteurs de terrain qui, a priori, ne sont pas spécialisés dans la discipline, ni spécialisés dans cette pratique d'activité physique et sportive. Il s'agit donc pour moi, pilote d'une circonscription, d'un territoire, de faire s'engager les professeurs des écoles dans cette perspective de multiples dispositifs en dépassant le sentiment de millefeuille, sentiment très, très fort chez les enseignants qui considèrent tous ces dispositifs comme étant des éléments supplémentaires à engager au-delà même des programmes qu'ils ont à dispenser. Et donc, ce sentiment de millefeuille, d'opérations qui se superposent, qui viennent s'ajouter, ils ont déjà beaucoup de mal à exécuter le programme. On a évoqué tout à l'heure la difficulté, notamment d'être sur le volume horaire à respecter dans le cadre de l'éducation physique et sportive. En définitive, ma problématique, si je la redéfinis au regard de votre question, serait peut-être comment faire pour viser la complémentarité des différents dispositifs dans le cadre des programmes d'éducation physique et sportive. Et c'est pour répondre à cette problématique que j'ai engagé cette expérimentation au sein de cette école, à la lumière de 3 éléments qui relèvent à la fois d'un constat, d'un contexte et d'opportunités à saisir localement dans le cadre de cette école. Le constat, il est relativement aisé à établir puisqu'on l'a déjà vu au travers les différentes sources d'informations. François évoquait tout à l'heure les différentes études qui montrent le retrait de la motricité générale des enfants d'aujourd'hui. Je complète cela en termes de pilotage par les inspections in situ que je peux faire. Et notamment dans le premier degré, les inspections que l'on peut faire dans le cadre de l'éducation physique et sportive. Pour faire ce constat que les horaires ne sont pas toujours respectés, et cela tient essentiellement au fait d'un emploi du temps qui culturellement, historiquement existe dans le premier degré, où l'éducation physique et sportive est bien souvent relégué, si je vais utiliser ce terme-là, en fin de journée, quand on a fait tout le reste, et que peut-être, s'il nous reste du temps, on terminera quand même, on fera de l'éducation physique et sportive, s'il ne pleut pas, si tout va bien. Et donc, c'est un constat fort que je fais là, mais c'est un constat très, très réaliste. Alors, le contexte, oui. Non, je vous interromps, monsieur Leblanc, mais comment promouvoir l'activité physique? Faut-il essentiellement recréer de nouveaux dispositifs ou peut-on s'appuyer sur des dispositifs déjà existants? L'idée, c'est de s'appuyer sur des dispositifs qui existent et de faire comprendre aux enseignants que ces dispositifs ne sont pas une superposition de dispositifs, mais qu'ils font bien partie intégrante des programmes, puisque corps d'inspection comme chef d'établissement, nous sommes garants de la mise en œuvre des programmes, en fait, puisque nous sommes là pour ça, bien évidemment. Et donc, tout l'intérêt, et c'est de faire comprendre aux enseignants qu'on n'est pas sur des dispositifs qui viennent s'accumuler et qui viennent polluer, en fait, la mise en œuvre des programmes, mais qu'ils font bien partie intégrante des programmes. Et ce sont bien tous ces éléments, en fait, de constat, de contexte et d'opportunité qui sont parfois identifiés comme des freins ou identifiés comme des éléments facilitateurs. Je prends juste l'exemple de l'école sur laquelle l'expérimentation est menée. On a eu un renouvellement très important de l'équipe enseignante qui pourrait être considéré comme un frein, mais qui peut aussi être un appui, une force pour pouvoir engager de nouveaux projets au sein de l'école et d'avoir une réflexion collective sur la manière de conduire la pratique des activités physiques et sportives.
Donc, à mon sens, il y a 3 points clés qui me permettent en fait d'agir et de promouvoir cette activité physique et sportive. C'est d'abord le premier point, c'est informer. Comment je suis en mesure d'informer les équipes enseignantes pour définir les enjeux et donner du sens à ce projet. C'est ici que revêt l'importance en fait de montrer qu'il ne s'agit pas d'empiler des opérations, mais bien de les intégrer au programme officiel. C'est la raison pour laquelle, ici, on a réparti de manière harmonieuse les 3 heures d'éducation physique et sportive sur 4 temps de 45 minutes, avec deux temps dédiés à la motricité générale de base. François y reviendra certainement tout à l'heure, il a déjà exprimé ce sentiment à ce sujet, et 2 temps de 45 minutes dédiés à l'exploration des 4 champs d'apprentissage qui nous sont indiqués dans les programmes. La question de l'emploi du temps est essentielle pour engager les équipes du premier degré et de montrer qu'on peut évidemment faire de l'éducation physique ou de l'activité physique le matin et pas uniquement l'après-midi, après les récréations, quand tout va bien. C'est en cela que j'essaie, en fait, en tant qu'inspecteur du premier degré, de montrer tout l'intérêt du parcours, puisqu'en maternelle, on a cette pratique de la motricité le matin, régulière, tous les jours, et quand on arrive en élémentaire, elle disparaît. Donc tout l'objet de cette opération que je mène, de cette expérimentation, c'est de montrer comment on peut avoir une activité physique régulière, harmonieuse, tout au long de la semaine. Merci Luc Leblanc. Alors, je suis désolé, on est un peu pressé par le timing. Merci. Je vais devoir passer à Jérôme Ganard pour s'intéresser au second degré. Jérôme Ganard, même question. Parlez-nous un petit peu des leviers pour promouvoir un peu l'activité physique auprès des élèves dans le second degré. Bien, merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, d'abord pour rassurer les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, il n'est pas utile pour piloter et pour créer les conditions de promouvoir l'activité physique d'avoir connu un cursus d'éducation physique et sportive. On peut tout à fait être hors éducation physique et parfaitement déclencher l'adhésion dans un établissement scolaire, entretenir une dynamique autour de l'éducation physique et sportive pour que chaque élève traverse ce parcours sans avoir eu cette formation d'éducation physique et sportive. Je vais donner 3 grands leviers aux collègues qui nous écoutent et qui nous regardent pour qu'ils puissent avoir quelques exemples de pilotage. D'abord, l'association sportive. L'association sportive est un excellent moyen de pouvoir permettre à chaque élève et donc à chaque personnel aussi d'accompagner les marges de manœuvre des élèves dans leur progression en termes d'éducation physique et sportive. Je vais donner un exemple. Si vous avez une section VTT, vous mettez les élèves de 5e et de 6e ensemble dans l'activité VTT, vous les encadrez par évidemment des enseignants d'éducation physique et sportive ou même des enseignants de mathématiques ou de français qui vont accompagner avec des élèves de 4e ou de 3e, 2 élèves, qui vont être là comme grands frères, si vous voulez, en termes de responsabilité. Et puis, s'il y a un des élèves qui a sa roue qui crève, c'est l'élève de 3e qui va changer la roue, etc. Donc, on va être dans une mesure de responsabilisation. Et le fait de faire intervenir aussi d'autres enseignants qui peuvent intervenir dans l'association sportive, c'est le cas, par exemple, dans mon établissement scolaire où j'ai des enseignants de français, j'ai des enseignants de mathématiques qui participent aux activités de l'association sportive, ça permet de créer une dynamique collective au sein d'un établissement autour de l'activité physique et sportive. Par exemple, j'ai 17 enseignants qui pratiquent l'activité de course à pied et qui entraînent les élèves à travers le cross du collège, à travers aussi une pratique ici autour de Lens, autour du Louvre-Lens, une activité physique qui permet, à travers l'association sportive, de créer cette dynamique-là. Donc l'association sportive est un excellent moyen de créer cette dynamique. Le deuxième levier, si vous voulez, c'est si vous bénéficiez de sections sportives. Alors souvent, dans un établissement scolaire, les sections sportives est vécues finalement comme un frein parce qu'il y a les problèmes d'emploi du temps, etc. Alors que pas du tout. Une section sportive est une section qui permet de travailler dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est la question de la responsabilisation pour encadrer, pour coacher, pour entraîner. Vous pouvez, à travers une section sportive, créer les conditions de l'entraînement et du coaching. C'est la question de l'arbitrage aussi. Vous pouvez mettre en évidence, à travers la section sportive, la question de l'arbitrage. Et enfin,
la mise en œuvre d'une section sportive au sein d'un établissement peut être un levier à l'inclusion scolaire. Et c'est le troisième point que je voulais soulever. La dimension de parcours sportif, de parcours d'éducation physique et sportive, elle s'inscrit dans la dimension de l'inclusion scolaire. Nous, dans notre établissement, par exemple, on a fait le choix, à travers les dispositifs de SECPA, d'inclure les élèves en éducation physique et sportive. Pas qu'en éducation physique et sportive, mais en éducation physique et sportive. À travers cette inclusion-là, ça donne un autre regard aux élèves, ça permet de construire avec les adultes des savoirs qui sont ensuite réutilisés dans d'autres disciplines. Donc, ça veut dire que nous, chefs d'établissement, quand on a affaire à ce type de situation, et ça me servira de conclusion à mon intervention, nous devons informer les collègues qui ne sont pas professeurs d'éducation physique et sportive, les bénéfices que peuvent entraîner cette mobilisation autour de l'éducation physique et sportive. Nous devons être aussi, en termes d'impulsion, des éléments qui accompagnent les adultes vers la mise en situation des élèves en réussite, et notamment à travers l'inclusion scolaire. Et enfin, et Luc l'avait dit, nous devons former les adultes à travers leurs gestes professionnels pour que chaque élève ait des marges de manœuvre dont il bénéficie en éducation physique et sportive. Merci Jérôme Ganard. Alors, Étienne Barraud, en réaction à ce que viennent de dire Luc Leblanc et Jérôme Ganard, n'y a-t-il pas une dynamique à impulser, comme ils viennent de le souligner, mais qui devrait finalement dépasser un petit peu les murs de l'établissement scolaire, les murs de l'école, du collège, du lycée ? Alors concrètement, oui, tout à fait. La base, et les collègues le mettent en avant, c'est tout de même l'EPS obligatoire, comme je le disais tout à l'heure, qui, grâce au vivier des enseignants d'éducation physique et sportive pour le second degré, constitue quand même une base de terrain, je dirais, qui est extrêmement riche, avec des gens qui sont formés, qui sont compétents, et qui constitue généralement un véritable relais avec l'environnement le proche de l'établissement, le contexte de l'établissement, puisque de nombreux enseignants d'EPS sont aussi des intervenants dans des clubs sportifs, connaissent ont une certaine antériorité qui fait que vont connaître le contexte dans lequel ils évoluent et qui ne s'arrêtent pas à la porte de l'établissement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer comme outil de pilotage, et effectivement, ce pilotage, il ne s'arrête pas au cours d'éducation physique et sportive obligatoire. Jérôme Ganard vient de l'expliquer. L'éducation nationale propose des dispositifs très variés. Luc Leblanc a mis en avant aussi des dispositifs spécifiques au premier degré. On a vraiment une réelle richesse. Mais pour pouvoir développer cette richesse et ces différents dispositifs qui sont mis à notre disposition en tant que personnel d'encadrement, il faut arriver effectivement à dépasser la porte de l'établissement et envisager les différents temps que le jeune va pouvoir vivre. Il y a le temps scolaire, on le connaît, on est des professionnels de ça, pas de problème. Il y a le temps périscolaire avec un exemple parfait, c'est l'association sportive. Ok, on reste que dans le champ des professeurs de PS et d'un environnement très proche. Mais il y a aussi tout le temps extrascolaire. Et ce temps extrascolaire, c'est un réel défi que de pouvoir lier des partenariats institutionnels. On pense, par exemple, dans le cadre de Génération 2024 avec Paris 2024, pour l'Académie de Paris, c'est un partenaire institutionnel qui est extrêmement puissant et porteur d'une dynamique et d'idées, mais aussi tous les partenaires que nous connaissons tous, les collectivités territoriales, les mairies, etc., et également les fédérations sportives. Alors les fédérations sportives, on regarde du contexte actuel, voilà, elles sont plus ou moins implantées. Alors le relais reste les ligues régionales, les comités départementaux, les clubs sportifs locaux, et vont avoir un maillage de terrain, un contexte qui va être plus ou moins favorable à l'établissement. Et on est sur des relations interpersonnelles. Et par rapport à ça, je pense que c'est indispensable d'être capable de s'appuyer sur l'existant, sur la connaissance terrain que l'établissement peut avoir. Alors, je prends l'exemple des professeurs d'EPS régulièrement parce que ça reste le corps dont je suis issu et que je porte et que je défends, c'est normal. Mais effectivement,
les autres personnels, les autres enseignants et au-delà des enseignants même font de l'activité physique et sportive. Et donc à ce niveau-là, je pense que c'est aussi toute une richesse que d'être capable de porter ces éléments pour promouvoir et pour porter ces partenariats qui vont justement être générateurs d'un contexte pour pouvoir vraiment dépasser le cadre de la porte de l'établissement. Donc voilà, je m'en arrêterai là parce que le temps est précieux, mais on a effectivement cette idée que le pilotage de l'établissement ne doit pas s'arrêter exclusivement à ce que l'on doit faire de manière fonctionnelle, mais vraiment épouser le contexte qui est propre à l'établissement. Merci Étienne Barraud. Alors on va poursuivre sur la promotion de l'activité physique en s'intéressant notamment à la recherche. Juste avant cela, je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission, poser vos questions à vos intervenants en vous rendant sur la plateforme Mentimeter. Le code à rentrer s'affiche juste en bas de votre écran pour poser vos questions et vous pouvez réagir bien sûr sur Twitter aussi avec le hashtag direct IH2EF comme pour chaque émission des mardis de l'IH2EF. François Potvin, je me retourne à nouveau vers vous. Quel complément la recherche peut-elle donner au levier évoqué par les 3 personnes qui partagent cette table ronde avec vous? Alors, question compliquée. D'abord, la recherche, elle a 2 visages. Elle produit des savoirs, elle accumule des preuves empiriques et théoriques. À un moment donné, quand les conclusions sont toujours les mêmes, alors on peut considérer qu'elle stabilise des savoirs. Alors, exemple de savoir stabilisé, l'activité physique est bonne pour la santé, on en a parlé. Les qualités physiques des adolescents aujourd'hui sont beaucoup plus faibles que celles d'il y a 50 ans. Et on explique pourquoi, à cause des modes de vie, de la sédentarité. La motricité est également moins riche, on y reviendra peut-être un peu plus tard sur les habiletés motrices fondamentales. Et puis le deuxième visage de la recherche, c'est une activité, c'est-à-dire c'est un questionnement, ce sont des investigations. Et vous vous doutez bien que si on avait trouvé la solution pour faire bouger tous les jeunes et de les faire adhérer à un mode de vie actif, sain, responsable, il y aurait bien longtemps qu'on l'aurait fait, puisque comme j'en ai parlé au début, les chiffres en fait ne bougent quasiment pas depuis 20 ans, alors que cette promotion d'activité physique, elle est présente. Alors, je vais quand même essayer de répondre à votre question. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'équipes de chercheurs dont mon laboratoire fait partie. On essaye de comprendre pourquoi certaines interventions à l'école fonctionnent et génèrent des effets, et pourquoi d'autres fonctionnent un peu moins. Et lorsque on étudie, ça s'appelle des revues systématiques de littérature, en fait, on fait de la recherche sur de la recherche. C'est-à-dire qu'on compile l'ensemble des expériences et on regarde leurs points communs, leurs différences et les effets qu'elles génèrent. D'abord, le premier constat, c'est que toutes les actions où l'école est au centre de ces actions sont les actions qui génèrent le plus d'effets. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un des seuls lieux au monde où tous les enfants d'une classe d'âge sont réunis, donc on peut avoir un impact extrêmement fort. La deuxième raison, c'est qu'on a du personnel qualifié pour s'adresser aux enfants pédagogiquement, pas uniquement dans le monde de l'éducation physique et sportive. Et puis, troisième raison, il y a souvent des accès qui sont facilités à des équipements sportifs. Piscine, parc, gymnase, etc. Le fait d'avoir l'école ouvre les portes plus facilement que d'autres institutions. Et puis, sans oublier évidemment qu'il y a un enfant qui, sur une semaine, passe 35% de son temps éveillé à l'école. Donc évidemment, si on arrive à impacter pendant ce temps scolaire, on arrive à impacter évidemment sur sa vie en général. Toutefois, très honnêtement, les effets sont très variables de l'ensemble de ces promotions. Par exemple, la critique qu'on peut en faire, c'est dès que l'action s'arrête, l'augmentation d'activité physique s'arrête. Elle est consubstantielle à la promotion. Donc, il y a évidemment faire bouger les élèves, c'est bien, mais évidemment, apprendre à les faire bouger par eux-mêmes, c'est encore mieux. Et pour aller vite, le déclenchement qu'il y a eu dans les 15 dernières années, on va dire, dans la recherche, c'est un changement de point de vue vis-à-vis de l'activité physique. Tout à l'heure, je vous l'ai défini de façon très traditionnelle, une dépense énergétique causée par le mouvement. Mais si on a cette vision-là, on oublie que l'activité physique, elle est culturelle, elle est sociale, elle est spatialement située, elle change avec l'âge, elle change dans le quartier où on vit, elle est aussi largement influencée par les infrastructures qui sont autour, par l'environnement familial. Et donc, cette vision-là de l'activité physique, c'est-à-dire de ne plus la considérer comme, d'un point de vue physique, comme une dépense calorique, mais vraiment de l'étudier du point de vue d'une relation entre un enfant et l'activité physique, et prendre conscience qu'elle dépend des caractéristiques individuelles de l'enfant, mais aussi de son environnement social, familial, amical, et des infrastructures aux alentours, ça a fait évoluer les pratiques. Et s'il y a une tendance qui ressort actuellement,
eh bien, c'est que les programmes qui impactent le temps scolaire, mais aussi le temps périscolaire simultanément, qui incluent les parents, qui incluent la famille, les grands frères, le quartier, où il y a le week-end aussi des événements sportifs qui sont organisés par l'école, etc. Un partenariat, mais qui va au-delà de l'association sportive, c'est-à-dire un partenariat avec la ville, les équipements, les parents, etc. Eh bien, ce sont ces programmes-là qui génèrent le plus d'effets, et du point de vue de la quantité, et du point de vue de la qualité. Et c'est dommage que la France, contrairement à certains pays qui développent de plus en plus ça, ait pris du retard, puisqu'en 2006, il y avait une étude que peut-être certains connaissent, qui s'appelle l'étude ICAPS, et qui avait été réalisée dans l'Est de la France, et qui avait véritablement adopté, on va dire, cet esprit. C'est une étude qui a eu des effets extraordinaires. Et lorsque l'étude s'est arrêtée, qu'on a retrouvé les enfants qui avaient bénéficié de ce programme 2 à 3 ans plus tard, ils restaient très actifs et ils avaient encore on va dire, des bénéfices. Donc voici ce qu'on peut dire sur la recherche avec beaucoup d'humilité, parce que vous doutez bien que je ne représente pas la recherche à moi tout seul, et donc je ne sais pas tout sur le sujet. Une question peut-être sur les facteurs qui vont permettre, si je puis dire, des ricochets positifs qui permettront de laisser une trace pour la vie physique. Alors, ouais, au niveau des bénéfices, au niveau des traces, j'aurais tendance à différencier deux traces. Il y a des traces visibles, c'est-à-dire que c'est celles que l'on voit assez vite. On en a parlé, c'est la motricité, par exemple, qui se développe. Et il est clair que depuis plus de 1980, on parle des habiletés motrices fondamentales, même fin des années 70, il existe une douzaine d'habiletés motrices liées au déplacement, à l'équilibre, à la manipulation d'objets, qui, si on ne les acquiert pas avant un certain âge, qui est l'âge de 10 ans, eh bien, il y aurait une barrière une barrière de compétences motrices pour accéder à l'ensemble des activités. Donc, il y a évidemment la motricité. Bon, l'exemple typique, c'est le savoir nager. Évidemment, le fait de ne pas savoir nager limite considérablement les opportunités. Et puis, il y a beaucoup de travaux sur la motivation, la confiance en soi, les relations sociales. Et pendant de très nombreuses années, le problème, c'était qu'il y avait, on va dire, vous voyez, ces traces un peu visibles qu'on essaye de développer, et puis ces traces moins visibles, qui en plus se séparent entre le psychologique, le social, et des frontières très poreuses entre les deux. Et c'est pour cette raison que, fort heureusement, il y a dans de nombreux pays, ils ont inventé un nouveau concept qui permet, on va dire, de regrouper tout ça pour tenter d'évaluer un niveau d'éducation physique globale. Et voilà, il y a actuellement des outils qui émergent et qui n'ont pas encore, on va dire, traversé les frontières françaises, mais il y a pas mal d'évolutions là-dessus. Alors, il y a un concept justement que vous évoquez qui émerge du Canada, ça s'appelle la littératie physique. Comment vous pourriez la définir en quelques mots ? Alors, petite précision, ce n'est pas les Canadiens qui ont inventé la littératie physique, c'est Margaret Whitehead, c'est une Anglaise qui justement, en se rendant compte qu'on a tendance à différencier la motricité de la motivation du social, a proposé un concept, celui de la littératie physique, qui, de façon très simple, représente un niveau d'éducation à l'activité physique. Et donc, elle le définit, on va dire, comme étant un ensemble de compétences motrices, de motivation, de plaisir, de connaissances, de compréhension qu'un enfant, qu'un adolescent ou qu'un adulte possède, et qui lui permet de se saisir des opportunités de pratique physique pour valoriser une vie physique tout au long de sa vie. Voilà. Vous voyez, c'est un concept au début qui est un peu flou, qui est un peu philosophique, voilà, et qui permet de réunir, on va dire, les compétences motrices, psychologiques, les connaissances et le social en un tout cohérent. Et depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, il y a un nombre d'études en quantité exponentielle qui ne fait qu'augmenter et qui pose deux questions. Mais comment on peut mesurer ce niveau-là ? Vous voyez, il y a 50 ans, on se demandait comment on pouvait mesurer un état de motivation. Maintenant, des étudiants de troisième année le font. Et donc, il y a cette question de la mesure de la littératie physique et il y a la question de la corrélation entre ce haut niveau d'éducation, vous voyez, d'activité physique, et le fait de poursuivre une activité physique tout au long de la vie. Et donc, ce concept, il est mobilisé dans de nombreux programmes nationaux. Donc, vous citez le Canada, c'est vrai, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, il y a les États-Unis, il y a les pays du nord de l'Europe. En France, on n'en est pas très loin dans les programmes EPS. Ces notions-là sont présentes, mais on a du mal à les regrouper. Et je pense que c'est véritablement un concept. Vous le verrez, dans 10 ans, tout le monde connaîtra ce concept. Peut-être qu'il y aura une autre mode ensuite. Mais c'est un concept qui, en tout cas, est en train de faire ses preuves parce qu'il réunit, vous voyez, il réunit l'ensemble des bénéfices
l'idée, c'est mais comment fait-on pour augmenter le niveau global de littératie physique des enfants? Et ça me semble en tout cas une bonne piste, à la fois de recherche et sur le terrain pour faire avancer les programmes. Alors François Potvin, une dernière question rapidement, parce qu'on est pressé un petit peu par le temps, mais pour résumer un peu ce que vous venez de dire et ouvrir peut-être sur d'autres sujets, quels sont les outils pour permettre au cadre pilote d'évaluer l'impact de la stratégie qui sera menée? Alors, pareil, c'est une réponse personnelle, hein. Pour moi, il y a deux types d'outils. Il y a d'abord des outils qui permettent de vérifier si on a généré des effets. Donc, par exemple, est-ce que la quantité d'activité physique a véritablement augmenté? Donc, il existe des outils simples, hein, comme un podomètre, voilà, qui permet de vérifier ça. Il existe des questionnaires, il existe des outils plus évolués, comme l'accélérométrie, pour pouvoir mesurer ça. Il existe aussi des outils, comme je vous le disais, pour mesurer si le niveau d'éducation à l'activité physique augmente. Voilà. Donc, c'est des batteries de tests un petit peu plus importantes. Ça nécessite 2 séances d'1h30 pour pouvoir mesurer ça. Puis on peut comparer entre la sortie au collège et puis l'entrée au collège et la sortie au collège, par exemple, pour voir si les programmes génèrent des effets sur le moyen terme. Ça, c'est des outils, on va dire, des outils qui permettent de mesurer des effets. Et puis, il y a également des outils qui permettent de réguler les projets, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles sont les envies, les besoins, les motivations des enfants pour s'engager dans des formats de pratique préférentiels. Dans le public ici, et vous, je présume, il y en a qui sont plus intéressés par le jeu, la dépense énergétique, la maîtrise, la finesse, le défi. Et ça permet également on va dire, d'enrichir les programmes. Et là, je fais un appel, hein, je profite d'avoir des auditeurs, c'est que dans mon laboratoire, on travaille beaucoup avec des établissements scolaires. Donc, il y a en termes de ressources, là, à la fin, une invitation à participer à des études. Donc, évidemment, c'est intéressant pour les établissements. Ça permet d'avoir un accès à ces deux types d'outils et donc d'affiner certains projets et de mesurer un peu plus finement les bénéfices. Et évidemment, ça permet de voir les points forts des programmes, mais aussi les points faibles pour toujours continuer à progresser. Parce que, comme je vous le dis, la solution, si elle existait, eh bien, je pense qu'on l'appliquerait. Voilà. Merci à vous pour vos questions. Merci François Potvin. On approche donc de la fin de cette édition des Mardis de l'IH2EF. L'heure pour nous de passer aux questions que vous avez été nombreux à poser sur la plateforme Mentimeter et sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Une première question. Alors forcément, question mais réponse courte, messieurs, s'il vous plaît, pour tenir le timing. Comment penser la continuité d'un parcours là où l'institution, dans sa structure, propose une rupture nette entre le primaire et le secondaire? Je vais m'adresser à Luc Leblanc pour cette question. Oui, mais il existe dans notre institution des espaces-temps institutionnels qui permettent d'échanger entre les enseignants du premier degré et les enseignants du second degré. Ce sont les conseils école-collège. C'est un espace-temps qu'il faut largement investir pour pouvoir développer ces échanges entre les différents personnels et construire pour finaliser le parcours en cycle 3, en fait, puisque le cycle 3 se termine, je n'apprends rien à personne, en 6e. Voilà un levier particulier qui peut être mobilisé pour définir davantage ce parcours de l'élève dans le cadre du cycle 3. Alors, une autre question qui nous vient du chat également. François Potvin a évoqué différents acteurs pouvant contribuer au développement de l'activité physique. Peut-on coordonner ces actions dans et hors l'école et comment? Un rôle possible de coordonnateur d'activité physique pour le professeur d'éducation physique et sportive. C'est une question donc, du chat. Peut-être Étienne Barraud pour y répondre et François Potvin, comme vous souhaitez. On travaille beaucoup avec l'université de Sherbrooke. Parce que le Québec, on trouve que c'est un modèle en tout cas inspirant. Pas à suivre, puisque c'est, comme je vous l'ai dit, culturellement c'est différent, c'est un modèle inspirant. Les enseignants d'éducation physique ont une décharge de 3 heures là-bas, non pas pour gérer l'association sportive, en tout cas il y en a un qui l'a pour ça, mais pour organiser, promouvoir l'activité physique dans le temps scolaire, périscolaire, c'est-à-dire qu'ils sont responsables des actions sur le chemin pour aller à l'école, le chemin pour revenir de l'école, les activités pendant la cour de récré et le partenariat. Moi, je pense que cette idée est loin, elle est inspirante. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi les enseignants d'EPS, il n'y en aurait pas qui seraient attirés par ce type de projet. Et plutôt que de se consacrer on va dire, au sport, on va dire un peu compétitif scolaire, ils ne seraient pas sur ce type de projet. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi les enseignants d'EPS du second degré ne travaillaient pas avec les écoles, avec les éducateurs sportifs. Je trouve que parfois on a des cloisonnements de fonctionnariat entre la territoriale et l'éducation nationale. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et je pense qu'il y a énormément d'enseignants d'EPS qui seraient très motivés
pour mettre en place ce type de projet, d'autant plus si on peut mesurer les impacts, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un pari qui n'est pas risqué. Les bénéfices seront là obligatoirement. Étienne Barraud, dans la continuité Bien sûr, je vais m'inscrire vraiment dans la continuité de ce que François vient d'évoquer, étant donné que je vais prendre l'exemple de ce que l'on peut essayer de mettre en place sur l'Académie de Paris. Depuis plusieurs années, nous avons mis en place des classes à horaires aménagés pour sportifs. Donc, tant des jeunes de très bon niveau, tant des jeunes qui ont seulement un projet de mieux s'entraîner. Et pour cela, ce que nous faisons, c'est que nous avons plusieurs établissements pilotes qui apportent des aménagements horaires pour ces jeunes. Et ici, nous sommes confrontés à une multiplicité de clubs, puisque en gros, on a un club pour faire très synthétique, un club égale un jeune. Et donc, à ce moment-là, on a choisi de mettre en place un rôle de coordonnateur de chasse. Ce n'est pas le coordonnateur de PS tel qu'on peut le connaître habituellement. Et ce coordonnateur de chasse permet finalement de faire le lien entre le club sportif, l'établissement scolaire et la famille. Et finalement, on voit qu'il y a de nombreux parallèles entre finalement la qualité des entraînements du jeune et la qualité du travail à l'école. Donc, parfois, il y a des petits ponts à faire, à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que le jeune se sente mieux et puisse performer dans son double cursus. Donc, ça existe, c'est possible, ça met du temps à se mettre en place, mais c'est des dispositifs expérimentaux que nous cherchons à développer. Effectivement, je pense qu'il est intéressant d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, au Canada par exemple, mais sans doute dans d'autres pays, pour pouvoir faire évoluer nos pratiques. Très bien. Et merci messieurs, on arrive donc à la clôture de cette édition, l'heure pour nous de conclure. Peut-être une petite question pour Luc dans un premier temps. On voit bien que l'enjeu aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est un peu de créer une synergie entre les acteurs dans le cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire. Il faut sortir de l'idée en fait qu'on doit faire seul finalement. Oui, bien évidemment, on s'aperçoit aujourd'hui dans le premier degré que plus de 90% des élèves fréquentent les garderies du matin, les garderies du soir et mangent à la restauration scolaire. Déjà, rien que sur ce temps périscolaire, qui la plupart du temps se déroule à l'intérieur des établissements du premier degré, on a à avoir une prise en compte de l'ensemble du temps de l'enfant. Même si sur le temps scolaire qui nous appartient, on est bien dans le cadre de l'éducation physique et sportive, avec l'objectif de former les citoyens de demain, en fait, des citoyens éclairés et cultivés, en fait, d'un point de vue de l'éducation physique et sportive. Mais nous ne sommes pas les seuls, puisque dans le cadre du temps de l'enfant, nous avons une partie certes importante, mais ce n'est pas la seule. Et que nous avons certainement, de par les directives aussi ministérielles, à nous interroger sur comment on va organiser ce temps de l'enfant en temps scolaire, en périscolaire et en extrascolaire. Une question pour vous, du coup, avec quels acteurs mettre en place la synergie que vient d'évoquer Luc Leblanc ? Alors, effectivement, je pense qu'un élément fort qu'il faut arriver à faire passer, c'est qu'on n'est pas obligé d'être un expert de l'activité physique pour pouvoir piloter et engager des dynamiques avec cette myriade de partenaires. Puisque ce n'est pas une affaire de spécialistes, on est bien sur une logique, Luc vient de le dire, on est sur une logique d'essayer de mieux piloter le temps de l'enfant sur sa journée, sur sa semaine, sur sa scolarité. Donc il y a vraiment les deux, il y a cette notion de temps, mais au niveau de la scolarité qu'au niveau de la journée. Donc c'est quelque chose qui est très riche, qui est très large, et on parle des activités physiques, mais finalement cet élément-là renvoie aussi à tous les enjeux type l'éducation artistique et culturelle, type l'éducation au développement durable, et pour ces éléments-là, on n'a pas besoin non plus d'être spécialiste. L'idée ici est vraiment d'arriver à fédérer, à engager des dynamiques
au travers la myriade d'acteurs qui existent, et il y en a beaucoup effectivement dans le domaine des activités physiques et sportives, mais c'est possible, c'est un projet qui me semble extrêmement porteur au regard de la temporalité que nous avons et la chance de pouvoir accueillir les JOP de Paris 2024. Donc profitons-en pour engager cette dynamique. Merci Étienne Barraud, Luc Leblanc, Jérôme Ganard et François Potvin d'avoir pris part à cette émission, d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout d'avoir alimenté ce débat qui était très intéressant. Pour conclure cette émission, comme lors des précédentes éditions, nous vous proposons de clôturer ce direct par une infographie sur Point Ressources, sur le sujet du jour. Une infographie qui vous est présentée par Sylvaine Paul, ingénieure documentaire à l'IH2EF. On la découvre en images. Merci Marc-Antoine, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point ressources. Voici l'infographie que vous avez l'habitude de voir circuler sur les réseaux sociaux et qui vous présente donc les différentes ressources. Allons-y pour un tour d'horizon de ces différentes ressources. On ira, comme à l'accoutumée, faire un tour sur le site education.gouv.fr pour aller voir les différents dispositifs mis en place. Je vous mentionne aussi sur ce point ressources le BO numéro 15 du 15 avril, que je ne vous présenterai pas en image, mais voilà, que vous pouvez aller voir sur la mise en place donc, d'un enseignement de spécialité et son épreuve terminale. Alors, sur education.gouv, voilà les différents dispositifs qui vous sont proposés. À chaque fois, donc, sur chaque dispositif, vous allez retrouver le lien vers EduSchool avec tous les outils disponibles pour la mise en œuvre de ces dispositifs. Par exemple, si on prend Génération 2024, la labellisation, vous allez y retrouver le Vademecum que vous pouvez télécharger. Allons maintenant sur le site sport.gouv.fr. Je vous présente dans ce site-là la stratégie nationale sport-santé 2019-2024. Vous y retrouverez les 4 axes prioritaires qui sont abordés dans cette stratégie. Et donc c'est un document dont vous pouvez télécharger soit la synthèse, soit son intégralité. Je vous présente maintenant la revue EPS, avec dans le numéro 388, un article qui est consacré à la littératie physique, notamment coécrit par François Potvin, que vous venez d'entendre lors de ce direct. Toujours dans la revue EPS, cette fois-ci le numéro 389 consacre un article à l'EPS et au sport. Donc quelles sont les spécificités et les complémentarités de ces deux mots. Sur le site de l'OMS, maintenant, je vous propose de regarder le plan d'action mondial pour promouvoir l'activité physique 2018-2030. Donc, ça a été publié en 2019. Vous avez le lien pour le télécharger ou le consulter. Cette dernière ressource vous est proposée par François Potvin, donc de l'unité de recherche pluridisciplinaire Sport, Santé, Société, qui vous propose de participer à des études qui sont menées dans le cadre de l'activité physique à l'école. Et je vous ai mis donc le lien ici pour accéder au formulaire de prise de contact avec les uns ou les autres des chercheurs impliqués dans ces différentes études. Toujours un petit tour sur le site de l'IH2EF et la page des directs, dans laquelle vous allez retrouver bien sûr tous les directs qui ont déjà été diffusés depuis le mois d'octobre, avec leurs replays, leurs podcasts et les infographies qui leur sont rattachées. Retour sur notre petite infographie pour vous dire que le 18 mai, donc le prochain direct sera consacré à la déontologie. J'aurai le plaisir de vous retrouver à cette occasion-là. En attendant, je vous dis, portez-vous bien et à très vite. Merci Sylvaine et merci à tous d'avoir suivi ce direct. Nous vous donnons donc, comme vient de le dire Sylvaine, rendez-vous le 18 mai pour le prochain rendez-vous des mardis de l'IH2EF. Il sera cette fois-ci question de déontologie. D'ici là, vous pouvez bien sûr retrouver cette émission en replay et continuer de réagir au débat de nos intervenants sur Twitter avec toujours le même hashtag direct IH2EF. Merci à l'ensemble des personnes qui ont pris part à la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous et à très bientôt.